Bienvenue dans un nouvel épisode de la communication vient en parlant, le balado qui vous aide à mieux comprendre le rôle de la communication, une conversation à la fois. Je m'appelle Sonny, étudiante en communication et votre hôte pour aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons explorer un sujet crucial et d'actualité, la diversité ethnoculturelle au sein des organisations. Dans l'article « La constitution communicationnelle d'un programme de valorisation de la diversité ethnoculturelle, une étude de cas » de Pascal Cador, publié en 2021, celle-ci explore la dimension communicationnelle au sein des organisations et son impact sur la représentation de la diversité ethnoculturelle. S'appuyant sur la théorie de la constitution communicationnelle des organisations, ou le CCO, l'auteur examine comment un programme de valorisation de la diversité est façonné et perçu. Cador introduit un concept clé appelé ventriloquie, qui désigne la stratégie par laquelle une organisation projette son identité à travers les voix de ses employés. Elle suggère que ce concept peut être utilisé pour façonner une perception positive de la diversité, parfois en masquant les discordances internes. Pour parvenir à ces conclusions, Cador utilise une méthodologie qualitative incluant des entretiens et des observations afin de mettre en lumière les tensions et contradictions dans la mise en œuvre du programme de diversité. Elle démontre comment, par la ventriloquie, une organisation peut à la fois soutenir et entraver les initiatives de diversité. Dans les résultats de l'étude de Cador, celle-ci constate que malgré les déclarations officielles en faveur de la diversité, les pratiques réelles au sein de l'organisation peuvent souvent perpétuer des stéréotypes ou promouvoir des images qui ne sont pas entièrement authentiques. Ainsi, les stratégies de communication de l'organisation jouent un rôle déterminant dans la façon dont les initiatives de diversité sont perçues et mises en œuvre. De ce fait, Cador souligne l'importance fondamentale de la communication dans la conception des initiatives de diversité. Elle invite à une réflexion approfondie sur le rôle et les implications de la communication dans la gestion efficace de la diversité au sein des organisations. Pendant ma lecture de cet article, je n'ai pas pu m'empêcher d'établir un lien avec la pandémie de COVID-19. Cela m'a rappelé que le CIUS où je travaille a dû affronter des défis liés à la diversité ethnoculturelle durant cette crise. Comme la plupart d'entre vous le savent, des vaccins ont été développés pendant la pandémie pour contrer la COVID. Pour administrer ces vaccins rapidement et de manière organisée, des centres de vaccination ont été établis nécessitant un recrutement d'employés à grande échelle. C'est dans ce contexte que le programme Je contribue a été instauré. Ce programme a été lancé pour recruter rapidement du personnel pour la vaccination, offrant des opportunités à de nombreux immigrants, en particulier ceux ayant des qualifications médicales obtenues à l'étranger. Cependant, cette initiative, bien qu'essentielle pendant la crise, soulève des interrogations sur la pérennité de l'intégration de ces professionnels une fois le programme conclu. L'étude de Pascal Cador apporte un éclairage sur cette problématique. Elle se sert du concept de ventriloquie pour décrire comment les organisations peuvent projeter des images positives tout en masquant des tensions internes, dont l'embauche temporaire des travailleurs étrangers dans le cas des centres de vaccination. Cador met en avant les défis tels que les biais de recrutement et l'intégration des travailleurs immigrants. Elle souligne la nécessité de repenser les structures actuelles pour garantir une intégration durable des travailleurs issus de diverses origines ethnoculturelles. Bien que le programme Je contribue ait répondu à un besoin immédiat durant la pandémie, il est crucial d'examiner les enjeux à long terme associés à l'intégration des professionnels formés à l'étranger. S'inspirant des travaux de Cador, il apparaît clairement que pour garantir une réelle inclusion, il est indispensable d'aller au-delà des solutions temporaires et d'aborder frontalement les obstacles systémiques à l'intégration. En conclusion, la pandémie, en dépit de ses nombreux défis, offre l'opportunité de repenser les pratiques organisationnelles afin de forger des environnements plus inclusifs et équitables pour tous, quelles que soient leurs origines ou leur formation. Alors que nos sociétés deviennent de plus en plus connectées et diversifiées, la question de la diversité ethnoculturelle dans les milieux professionnels prend une importance grandissante. Comment les organisations peuvent-elles valoriser cette diversité? Quels sont les défis et les opportunités qu'elles présentent? Et surtout, comment le concept de ventriloquie joue-t-il un rôle clé dans la gestion de cette diversité?
Ce sont les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui dans notre émission. Pour continuer à discuter de ce thème, je vous présente Madame Pascale Cador, détentrice d'un doctorat en communication de l'Université de Montréal et autrice de l'article de la Constitution communicationnelle d'un programme de valorisation de la diversité ethnique culturelle, une étude de cas. Bonjour Madame Cador, merci d'avoir accepté cette entrevue et bienvenue à cette émission. Sans plus tarder, je vais vous poser la première question. Pourquoi avez-vous choisi de baser votre étude sur la diversité ethnoculturelle dans les organisations? Oui, donc en fait la diversité ethnoculturelle, donc si on pense même à la définition de qu'est-ce que c'est, donc ça fait référence à la présence d'identités en fait multiples qui sont liées à l'identité raciale, à l'ethnicité par exemple, mais aussi à d'autres dimensions qui proviennent vraiment de l'appartenance à certains groupes qui c'est basé généralement sur des valeurs, des normes, des traditions communes. Donc dans une organisation, un écosystème, un territoire, il y a des personnes qui ont des bagages ethniques, culturels différents. Et si on pense au Canada, par exemple, donc les immigrants issus de chacune des vagues d'immigration au Canada et leurs descendants aussi qui sont nés au pays ont contribué à la diversité ethnoculturelle, par exemple, de la population canadienne. Donc la notion de diversité ethnoculturelle et de différence aussi parfois va dissimuler quand même des inégalités sociales, par exemple, des zones plus conflictuelles de tension ou des réalités en fait qu'on n'ose pas trop nommer, comme le racisme, par exemple, la discrimination systémique. Et déjà, si on regarde dans la littérature, il y a des auteurs comme Sarah Ahmed, par exemple, qui parlent un peu des problèmes dans des milieux institutionnels ou dans les organisations, où on s'intéresse de plus en plus maintenant à ce qu'on appelle diversity work en anglais, ou toutes les pratiques autour de la question de la diversité ethnoculturelle. Donc, on peut parler des programmes, par exemple, de diversité. Et moi, c'est ce qui m'avait intéressé. Donc dans cette recherche, c'est de regarder de manière peut-être plus approfondie dans tous les nouveaux programmes qui émergent donc ces dernières années, qui souvent sous l'appellation EDI, donc pour équité, diversité et inclusion. Donc il y a quand même une prolifération de ce type de programmes en organisation et ça piquait un peu ma curiosité parce que j'ai travaillé moi-même en organisation pendant plusieurs années avant de me diriger vers la recherche. Donc c'est un milieu que je connaissais bien quand même, le milieu des organisations publiques, privées aussi. Et j'ai pu constater donc moi-même qu'il y avait quand même des enjeux assez complexes dans les organisations, donc d'un point de vue plus pratique. Et avec mon œil de chercheur aussi, je trouvais que c'était quand même intéressant de regarder au niveau des programmes de diversité dans une perspective plus communicationnelle. Donc, qu'est-ce que les gens disent à propos de ces programmes-là quand on regarde les discussions, les interactions autour de ces programmes-là. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce que les gens finalement en pensent et en disent. Donc, c'est un petit peu ce qui a dirigé en fait ma démarche de recherche. Super, c'est super intéressant. Merci. Je voulais savoir parce que j'ai remarqué que le concept de ventriloquie était vraiment central au cours de votre étude et tout. Là, je me demandais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce concept en particulier pour mener l'analyse de la communication organisationnelle dans le contexte de la diversité ethnoculturelle. Oui, c'est une super bonne question. En fait, le concept de ventriloquie qui vient d'une perspective en fait de communication. Donc, j'ai voulu étudier les programmes et les initiatives dans une perspective de communication parce qu'on peut, par exemple, regarder ce programme-là dans une perspective de gestion, par exemple, là, comment on va gérer la diversité, par exemple, dans les organisations. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la perspective communicationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on dit à propos de ces programmes en organisation? Donc, il existe plusieurs théories, perspectives en communication. Comme tu l'as vu sûrement dans tes cours aussi. Donc, il y a une perspective plus traditionnelle qui regarde la communication vraiment de manière plus linéaire, comme la diffusion d'informations dans une organisation. Mais il y a des approches plus contemporaines en communication qui regardent non seulement la diffusion de l'information, mais aussi la manière dont la communication va constituer l'organisation, donc va permettre, si tu veux, l'émergence de l'organisation, mais aussi des programmes qui constituent l'organisation. Donc, dans cette perspective-là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'un programme de diversité
est constitué finalement d'actes de communication, donc qui permet d'assurer l'existence de ces programmes-là, un peu le succès aussi, si tu veux, ou l'échec de ces programmes. Et le concept de ventriloquie, qui découle en fait de cette perspective de communication, nous permet de nous attarder un petit peu à ce qui est implicite, donc au non-dit, donc à ce que les gens disent pas nécessairement de manière frontale. Donc ça permet de déplier, si on veut, de dévoiler en fait dans l'interaction ce que François Corrène, qui a développé le concept, a appelé des figures. Donc, dans la métaphore de la ventriloquie, on a un ventriloque, donc on a quelqu'un finalement qui manipule une marionnette pour faire dire des choses. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit de la métaphore que les analyses que j'ai fait m'ont permis de dévoiler en fait ce qui fait parler en fait les gens et aussi ce que les gens veulent bien faire parler. Donc, par exemple, des croyances, des principes, des valeurs. Et si on pense à la diversité ethnoculturelle, donc il y a un débat qui court depuis plusieurs années à propos de pourquoi il faut s'engager dans ce type de programme. Est-ce que c'est vraiment dans une volonté de ce qu'on appelle le business case de la diversité en anglais, où on va s'engager dans des programmes de diversité beaucoup plus pour des raisons économiques, par exemple d'efficacité, de créativité, etc. Donc il existe une bonne littérature qui traite de ça. Et d'autres nous disent que non, il faut s'engager dans ces programmes-là pour la justice sociale, parce qu'il existe des inégalités sociales qu'on veut combattre, parce qu'il y a la discrimination, etc. Donc déjà là, c'est, on peut dire, des arguments qui sont un peu conflictuels ou des principes en fait qui guident ces programmes-là, qui vont coexister parfois, mais qui vont parfois être aussi en tension dans les organisations. Donc la perspective ventriloque, par exemple, nous permet de dévoiler, d'expliciter en fait ce type d'arguments, de principes qui vont guider un petit peu le déploiement de ce type de programme. Alors c'est sûr, c'est pas tout à fait la même chose si je m'engage dans un programme EDI pour la justice sociale et si je m'engage dans un programme EDI pour des questions d'efficacité, de rentabilité, par exemple, etc. Donc ça va changer complètement les dynamiques à l'intérieur de l'organisation. Donc je pense que c'est important de pouvoir dévoiler ces dynamiques-là. Donc c'est un peu ce qui m'a amené à privilégier ce concept de ventriloquie. Donc c'est pour rendre un peu explicite ce qui est implicite, si je pourrais dire ça comme ça. Super. Et je voulais savoir côté de la méthodologie, est-ce qu'il y a eu des défis sur le fait de faire cette recherche-là sur le contexte organisationnel? Oui, mais dans toute, je dirais, dans toute volonté de faire de la recherche en organisation, il y a des défis, mais encore plus quand on traite de sujets sensibles, je dirais, comme la diversité ethnoculturelle, qui amène à parler justement d'inégalité sociale, de discrimination, de racisme, par exemple, etc. Donc, je dirais peut-être le premier défi que moi personnellement j'ai rencontré quand j'ai voulu faire cette recherche-là, c'est l'accès aux organisations. Donc, premièrement, il faut obtenir l'accès. Donc, il faut que les organisations soient, disons, assez ouvertes, si je peux dire ça comme ça, pour nous accueillir en tant que chercheurs et vouloir qu'on fasse, voilà, une petite enquête, si on veut, sur l'organisation. Alors ça, c'est un premier défi parce que les organisations ont souvent peur pour leur image, leur réputation. Et qu'on fait de la recherche, mais parfois on cherche quand même à montrer ce qui fonctionne un peu moins bien en fait. Donc là, parfois ça peut être un peu disons insécurisant si on veut pour les organisations. Et quand on fait de la recherche, il y a des publications de recherche qui viennent avec ça, etc. Donc ces publications-là, par exemple, peuvent attirer l'attention des médias sur des problèmes reliés aux organisations. Alors tout ça, voilà, peut faire peur, je dirais. Donc au niveau de l'accès, il y a quand même une bonne négociation à faire avant de pouvoir trouver une organisation qui va nous accueillir. Donc c'est peut-être un premier défi méthodologique. Aussi, quand on parle de diversité ethnoculturelle, c'est un sujet sensible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si je me rappelle ma propre recherche, donc moi je m'identifie comme une femme noire par exemple, et dans une organisation où la gestion par exemple n'est souvent pas diversifiée, on peut faire un peu office de la police de la diversité. Donc les gens peuvent nous voir un peu comme celle qui vient dire voilà ce qui fonctionne pas, attention dites pas ça, etc. Donc
parfois ils ont peur de s'exprimer en notre présence. Donc il y a quand même cet enjeu-là du corps, dans le sens que notre corps aussi parle beaucoup. Alors même si on ne dit rien, le fait d'être présente, par exemple dans une rencontre où on parle de diversité, ça peut faire en sorte que les gens ne peuvent pas nécessairement dire le fond de leur pensée, si je peux dire ça comme ça. Donc là, il y a quand même une question de gagner la confiance aussi des participants à l'étude, de privilégier peut-être des études de longue durée où on a la chance de peut-être créer des liens avec les gens avec qui on fait la recherche, pour qu'ils se sentent plus à l'aise, par exemple, de parler de certains sujets. Donc ça peut être quand même un défi. Il y a des auteurs comme Brenda Allen, par exemple, qui disaient que c'était peut-être intéressant de privilégier des équipes où on a différentes identités, qui fait que bon, peut-être qu'une peut faire l'entrevue voilà, avec tel groupe et l'autre avec un autre groupe. Donc des équipes, ça peut être parfois plus facile qu'une seule personne. Donc ça peut être une manière de contourner un peu ce défi méthodologique. Et sinon, peut-être le dernier défi serait la distance par rapport aussi au sujet. Donc parfois il y a des choses qui se disent ou qui peuvent nous blesser, ou on peut se sentir vraiment très très mal après une journée passée dans une organisation à parler de sujets aussi lourds, je dirais parfois là, que la discrimination, etc. Donc parfois comme chercheur, il faut être capable d'avoir cette petite distance par rapport à ce qui se passe. Dans mon cas, donc j'avais tenu un journal de bord qui m'a beaucoup aidé à avoir un côté beaucoup plus réflexif, donc à réfléchir à ce qui s'est passé, par exemple, après une journée, à récolter des données sur le terrain. Donc être capable d'avoir quand même cette petite distance par l'écriture, c'est peut-être aussi une stratégie à privilégier pour ce type de recherche, je dirais. Voilà. Et je voulais savoir, à long terme, comment voyez-vous l'évolution de la diversité culturelle au sein des organisations? Oui, donc déjà, si on regarde les statistiques, au niveau de Statistique Canada, il nous dit qu'en 2021, donc il y a plus de 8 millions de personnes, donc c'est près du quart de la population qui étaient ou avaient déjà été des immigrants reçus ou des résidents permanents au Canada. Donc l'immigration est un moteur de croissance démographique là, pour le Canada, et si ces tendances se maintiennent, se poursuivent, selon les projections démographiques là de Statistique Canada, les immigrants pourraient représenter de 29 à 34% de la population du Canada d'ici 2041. Donc, quand on regarde ces statistiques-là, je trouvais intéressant de parfois d'avoir des chiffres à l'appui. On se rend compte justement que les immigrants vont prendre de plus en plus de place sur le marché du travail, donc dans les organisations aussi, vont occuper de plus en plus de postes, vont aider aussi à combler beaucoup de postes vacants. Donc on parle depuis quelque temps de pénurie de main-d'œuvre. Donc l'immigration est quand même vue comme une solution pour créer un bassin de travailleurs plus important qui peuvent aider justement à atténuer les répercussions de la pénurie de main-d'œuvre. Donc c'est important de réfléchir à la diversité parce qu'elle est là pour rester. Puis si on regarde les statistiques, cette diversité-là va grandir au fil du temps. Donc il faut réfléchir à la diversité en milieu de travail, mais je crois aussi qu'il faut réfléchir à l'inclusion. Donc je trouvais important aussi de le mentionner. On parle de diversité, souvent effectivement les organisations veulent être de plus en plus diversifiées, etc. Mais l'inclusion est souvent peut-être mis un peu de côté. Donc, on parle d'inclusion, c'est la mise en place de pratiques très concrètes qui vont permettre à l'ensemble de la communauté d'être, de se sentir valorisé, soutenu, respecté. Alors, quand on pense à diversité, il faut penser, je pense aussi à inclusion. Donc, comment mettre en place des programmes, par exemple, des programmes de mentorat. Les gens peuvent être jumelés avec des personnes qui travaillent au sein de l'organisation depuis plusieurs années pour les aider, non seulement au niveau des tâches, mais au niveau de toute l'intégration parfois, au niveau de la culture de l'entreprise, mais aussi de la culture locale. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à des programmes comme ça, à des opportunités de réseautage aussi, parce qu'on sait que ça fonctionne beaucoup par réseau de contact, par exemple, pour trouver un travail, pour évoluer au sein d'une entreprise, etc. Donc, je pense qu'il faut, c'est ça, donc porter une attention quand même, en tout cas une grande attention, je dirais, peut-être à l'inclusion aussi. Donc, penser la diversité, mais avec l'inclusion. Voilà.
En conclusion, merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. On espère que ce projet va susciter la discussion chez vous et vous amener à réfléchir autrement. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et découvrez les autres émissions sur votre application d'écoute préférée. Je m'appelle Semé et n'oubliez pas que la communication vient en parlant. Le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication. Et ça, une conversation à la fois.